Bonjour amis téléspectateurs, l'Africaine de la communication Africa Monde Today reçoit le révérend Kalonzo Katalai, avec qui nous allons piocher sur notre thématique Papa Simo Kimbangu et les indépendances des pays africains, l'histoire des héros oubliés ou l'histoire d'un homme de Dieu mal compris. Nous avons découvert Papa Kalonzo Katalai, mais c'est pas tout. Il y a une petite dimension que nous voulons aussi savoir. Papa Kalonzo, en dehors de tout ce que vous avez fait là, dans l'église actuellement ou dans le monde professionnel, là, le monde professionnel, quelles sont les attributions ou bien les fonctions que vous occupez? Que je ne sais pas les fonctions que j'ai occupées ou bien que j'occupe, mais Tu occupes, quels en sont les deux, voilà. Bon, j'ai commencé d'abord à Lubumbashi, où j'ai eu mon baptême. J'étais membre d'abord de la chorale des dirigeants, où j'étais un des responsables provinciaux de la province du Katanga, au moment où il n'était pas encore morcelé. Et puis après, j'ai été le directeur provincial de la presse information Kimbanguis. C'était l'animateur des émissions à la radio, télévision Kimbanguis et télévision nationale, en ce moment-là, OZRP. Et c'est en ce moment-là que le chef spirituel, Papa Diangenda Kuntima, m'a rappelé à ses côtés. Et je l'ai rejoint en 88, où j'y étais à la fois comme journaliste. J'ai occupé également les fonctions dans son cabinet comme son conseiller occulte en matière politique administrative et en matière de communication. Donc, pendant tout son temps que j'ai été à ses côtés jusqu'au moment où il nous a laissés, et à un moment donné, j'ai été parmi ceux qui coordonnaient les finances d'une manière informelle pour la construction de projet Mpioka, pour notre barrage de Mpioka, où les fonds qui venaient par-ci, par-là, je les récoltais pour les envoyer auprès de Papa Dianunga Kiangani. Et en dehors de cela, j'ai occupé successivement les fonctions de secrétaire général de la presse et information guimanguiste et directeur national de la presse. Et je suis journaliste et de surcroît membre de la direction générale des chants et chorale des dirigeants. Voilà, au sein de l'église, ce que je peux dire comme fonction que j'ai occupée. Et pasteur. Pasteur, je crois. Vous enseignez bien d'ailleurs, car chaque fois que vous enseignez, tu transformes la prédication à un enseignement classique où les gens se retrouvent. Ça, sincèrement, nous pouvons le souligner. Papa Kalonzo, venons-en à notre thématique. Qui est pour vous Kimbangu? Quelques mots. Bon, en quelques mots, Kimbangu, c'est l'envoyé de Dieu, d'une part, de l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autre part. Et c'est là où les gens se divisent pour dire non, Simon Kimbangu n'est pas l'envoyé de Jésus-Christ, il est l'envoyé de Dieu. Parce que dans la Bible, on dit, Jésus lui-même dit, je m'en vais, je demanderai au Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Celui qui a envoyé, pas Simon Kimbangu, c'est plutôt Dieu et non Jésus-Christ. Alors, quelque part, il y a Jésus-Christ toujours dans la même Bible qui dit, le consolateur qui viendra en mon nom ne parlera que de moi. Alors, vous voyez que là, ça se recoupe, que ça soit Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, envoyé par Dieu, tout comme envoyé par Jésus. Tout ce que nous pouvons dire est que c'est un être céleste, un être divin, un être suprême, raison pour laquelle
à travers les actes, à travers les miracles, les prodiges qu'il a fait. Donc, les Kimbanguistes n'hésitent pas à dire que c'est le Paraclet, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est sur la dimension religieuse, mais sur la dimension qui nous concerne, le Papa Simon Kimbangu est tout. Il est à la fois politique, il est à la fois culturel, il est à la fois philosophe, et il est prophète. Il a presque tous les atouts, à tel enseigne qu'il est difficile de le définir. Il est qui également, exactement. Donc, c'est un tout. Voilà, Un tout harmonieux. harmonieux, bien sûr. Donc, mais quelle lecture pouvez-vous faire de sa célèbre pensée? Noir sera blanc, blanc sera noir, pour autant que cette déclaration avait secoué l'édifice colonial de ses fondements. Merci beaucoup pour la question. C'est une question fondamentale. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Parole prophétique de Papa Simon Kimbangu qu'il a prononcée en Banzansanda le 10 septembre 1921 quand il quittait Banzansanda pour rejoindre la cité sainte d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. Alors, quand Papa Simon Kimbangu a prononcé cette parole, c'est parce qu'il partait pour se livrer à ses bourreaux. Pourquoi il a prononcé cette parole? Il voyait déjà le supplice auquel il sera soumis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Papa Simon Kimbangu est né en 1887. En 1887, 2 ans seulement après le morcellement de l'Afrique comme un gâteau, et les puissants de ce moment-là s'étaient partagés. Chacun prenait la part qui lui intéressait. Et Papa Simon Kimbangu naissait. Et au moment où il naissait, est-ce que le monde était vraiment équilibré? Non, le monde n'était pas équilibré puisque les Noirs sortaient d'une longue période de la traite, ce qu'on appelle l'esclavage. Alors qui a commencé depuis le XIIIe siècle, qui est allé jusqu'au moment où la colonisation commençait. Et on venait en 1885, de commencer la période de la colonisation. Simon Kimbangu a grandi sous ce traumatisme-là. Il a vu les inégalités, comment les Noirs souffraient. Et il est venu comme un révolutionnaire. Il a trouvé que non, le monde ne peut pas être comme tel. Puisque les gens pensent que tout ce que nous vivons, c'est un hasard. C'est-à-dire, quand vous entendez à l'Est, il y a la guerre, vous entendez par exemple au Tchad, on tue, il y a donc le Soudan a été partagé. Tout ce que nous vivons en Afrique, on pense que c'est maintenant c'est un hasard. Non, ce sont des calculs qui ont été concoctés depuis 1885. À titre d'exemple, je peux vous lire un petit extrait. Vous allez voir que en 85, la conférence de Berlin, qui a consacré le partage de l'Afrique, la République démocratique du Congo, pour ne prendre que ça, n'a été donné à aucun pays. On a donné ça à un individu qui s'appelait, donc excusez-moi le terme d'individu, à une personne. Donc, a été donné à une personne qui s'appelait Léopold II, qui a pris la possession d'un grand État, d'un grand territoire comme la République démocratique du Congo, on appelait le bassin du Congo. Et il dira quoi? Ça,
on a qualifié même en ce temps qu'il s'agissait de l'État indépendant du Congo. Et ce n'est pas que en ce temps-là, l'État était indépendant. Non, c'était que les autres pays, personne ne peut se dire que à moi seul je possède ça, donc on donne à un individu pour que tout celui qui a besoin de puiser dans cet état-là, il peut venir puiser sans que on lui mette des freins. Donc c'est ce que l'EIC voulait dire en ce temps-là. Alors, on a commis beaucoup d'atrocités du temps de règne de roi Léopold II. Vous savez qu'on coupait, si vous n'avez pas rempli les tonneaux avec le caoutchouc là, on coupait les gens les bras et le chemin de fer, si nous prenons de Kinshasa à Matadi, les gens racontent même qu'à chaque traverse de la route, plutôt de rail, c'est le nombre de morts qui ont été enregistrés pour que le chemin de fer Kinshasa-Matadi soit réalisé. Alors, toutes ces injustices-là ont mal fait Papa Simo Kimbangu. Alors, il a vu qu'on va arrêter les kimbanguistes, on va arrêter les gens, on va les torturer, mais il fallait les encourager pour dire le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Alors, comme je disais, en 85, là, il y a eu aussi une autre charte qui était négociée à part. C'était la charte de l'impérialisme. Cette charte de l'impérialisme qui avait consacré les deux blocs, bloc Est et bloc Ouest. Bloc Est était tenu par qui? Par l'Union des socialistes soviétiques, l'URSS, voilà, le communisme. Et bloc Ouest par les États-Unis et consorts. Ces gens-là, on voyait comme s'ils étaient, le bloc était opposé. Non, chacun devrait respecter sa plate-bande pour ne pas entrer dans la plate-bande de l'autre pour les intérêts. Je prends un extrait de ce qui a été dit à cette charte-là. Si nous prenons l'article 4, voilà l'article 4, l'article 6 et l'article 25, voilà ce qui est dit dans cette charte. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Voyez les deux blocs. Ils disent tous les pays du monde, en dehors de eux les puissants, tous les pays sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon leur volonté, non selon la volonté à nous. Ils poursuivent pour dire le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Vous voyez, il y avait bloc Est et bloc Ouest. Le reste des pays étaient qualifiés comme les pays du tiers-monde, c'est-à-dire les pays sous-développés. Alors, on leur dit que tous ces pays-là qui ne se trouvent pas dans ces deux blocs-là puissants, alors ces pays-là, on dit que leur intégrité territoriale n'existe pas. Donc, on peut les déplacer. L'exemple, vous avez vu que le Soudan était un pays, et puis on l'a divisé. Ce qu'on est en train de faire à l'Est, c'est encore dans cet esprit-là de la charte de l'impérialisme. Donc, on peut déplacer que personne ne puisse dire un mot. Et ils poursuivent. Tout pouvoir ou tout gouvernement établi par pouvoir ou tout gouvernement établi par nous est légal, c'est-à-dire par eux les puissants. S'ils établissent un gouvernement ici au Congo, ce gouvernement est légal, légitime et démocratique. Alors que tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et non démocratique. Comprenez? Et je termine par dire quoi? Toujours dans cette charte, ces deux blocs se disent notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Nous avons connu dans notre pays
la plus grande mission des Nations Unies qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ça continue toujours. Quand on dit non, rentrez chez vous, ils ne veulent pas. Donc, les gens pensent que c'est peut-être les Congolais sont contre. Non. Quand ils persistent, ils rentrent dans l'esprit de cette charte-là qui était. Alors, ces injustices, Tosimo Kimbangu, Fassimo Kimbangu, qui n'était qu'un paysan, mais comprenez déjà à cette époque-là, il avait déjà une longueur de compréhension que même les intellectuels de ce temps-là. Alors il a dit non, les choses ne doivent pas continuer de cette manière, il faut s'y opposer. Et c'est comme ça que il va lancer cette prophétie, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir pour encourager les siens que, à un moment donné, nous aurons notre indépendance et que ceux qui nous maltraitent aujourd'hui rentreront chez eux et nous allons posséder ce pays et nous le dirigerons par nos propres fils et pour nos intérêts. Et c'est là où se pose la question si réellement nous sommes réellement arrivés à cette volonté exprimée depuis 1921 par Papa Sima Kimbangu. Voilà ce que je peux dire. Oui, mais au regard de cet éclairage que vous venez de donner, c'est très bien ficelé. Et ça démontre une relecture politique d'un homme qui veut éclairer la lanterne de ses compatriotes. Pensez-vous, au regard de ce que vous venez de dire, pensez-vous que Papa Sima Kimbangu soit l'artisan des indépendants du pays africain? Mais ce que vous venez de dire, que veut dire d'abord être indépendant? L'indépendance, c'est le fait de s'appartenir, de n'être pas sous la domination de quelqu'un d'autre. Déjà en 1921, quand Papa Sima Kimbangu avait prononcé cette phrase, et quand Papa Sima Kimbangu avait encouragé les siens à dire de ne pas reculer, il était d'abord un homme religieux. Vous savez que les véritables combats pour la libération sont les combats qui se passent dans l'au-delà, dans ce que nous ne voyons pas. Comme je peux dire quoi? Comme je peux dire que les véritables détenteurs du pouvoir politique peut-il être, ou pouvoir mystique peut-il être, ce ne sont pas ceux qui l'exercent qui sont les véritables détenteurs, mais ce sont ceux qui sont en nombre qui l'exercent. Je peux prendre un exemple peut-être banal que les gens parfois observent et ne comprennent pas. Vous voyez, quand vous allez chez un empire, l'empire Lunda, il y a Moitiave et il y a la reine Rouezi. Donc, Moitiave peut aller se promener n'importe où, c'est le roi. Mais c'est sa femme, la reine Rouezi, qui reste avec tous les attributs du pouvoir et qui les garde jusqu'au retour de Moitiave. Et si jamais cette dame-là est fâchée contre celui qui est parti et qu'il bouge autrement, là où Moitiave est parti, il va faire une fausse affaire. Voilà pourquoi cette dame est vénérée, respectée. Mais elle n'apparaît pas. Celui qui apparaît, c'est plutôt le roi Moitiave. Il en est de, c'est le prototype de pouvoir. Le pouvoir que nous avons est d'abord avant tout dans l'ombre. Et quand on part dans l'ombre, on fait appel à quoi? À la dimension métaphysique. Les Belges, tout comme ces gens-là qui sont venus nous dominer, ils ne sont pas venus nous dominer nécessairement parce qu'ils avaient les armes. Les réunions où ils se sont retrouvés, dans les réunions où ils se sont retrouvés, il y avait des loges de toutes sortes. Ils voyaient ces histoires-là dans une dimension métaphysique qui dépassait notre vision d'homme. Alors, c'est par là qu'ils se sont partagés l'Afrique. Maintenant, il a fallu quelqu'un qui avait aussi une autre vision dans ces mondes métaphysiques pour qu'il puisse lutter contre ceux-là. Alors, c'est pour dire que avec les idées comme
la domination, la colonisation est entrée par la voie de la religion. Il a fallu aussi que pour chasser la domination, il a fallu aussi utiliser la voie de quoi? De la religion pour faire partir ces gens-là. C'est là les idées innovatrices de Papa Simon Kimbangu en 1921. Il a commencé par l'évangélisation et à travers l'évangélisation, il a donné les idées de prise de conscience et ces idées n'étaient pas seulement pour le Congo. Il y avait le Congo avec A qu'il faut souligner où on voyait le Congo Kinshasa, le Congo Angola et le Congo Brazzaville. Oui, Hein? Angola, Brazzaville. Et ces Congos avaient aussi leurs voisins. Et les idées de Papa Simon Kimbangu étaient en train de s'éparpiller à partir de ces trois pays qui sont les socles du kimbanguisme. Et c'est comme ça que les idées de l'indépendance se sont propagées presque à travers l'Afrique. Comme pour dire que Papa Simon Kimbangu est véritablement celui qui a fait le tout pour que le pays soit indépendant. Je dois vous donner un exemple à 1900 pour la concrétisation de ces idées en 59. On parle de quoi? De martyrs de l'indépendance. Oui, tout à fait. Oui. Martyrs de l'indépendance, il y a eu tout simplement un élément déclencheur qui était le match de football qui s'est joué entre Tata Raphaël à l'époque. Entre Mikado et... Donc, alors, avec ça, et ça embrasait presque tout Kinshasa. Et il n'y avait pas que Kinshasa, c'est toute la République puisque les effets se sont sentis jusqu'à l'intérieur du pays. Mais si ce n'était qu'à Kinshasa, comment à l'intérieur du pays cela s'est fait sentir? Il y a eu quoi? Et vous avez vu les Blancs? Bah, vous, nos ancêtres, ceux qui ont vécu cet événement, ils ont vu les Blancs fuir leur maison et abandonner même les véhicules pour fuir à pied. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Est-ce que c'était les armes? Nous n'avions pas une armée de décolonisation. Mais ils fuyaient quoi? C'est qu'il y a eu une dimension supranaturelle qui s'est insérée dans cet événement-là. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Papa Simon Kimbangu, il est véritablement le père des indépendances de l'Afrique, puisque c'est par les idées que les actions arrivent et les actions ne précèdent pas les idées. Merci, Papa Kalonzo. Mais jusque-là, il y a encore d'autres préoccupations pour lesquelles nous aurons besoin de votre éclairage. Si en Afrique, on considère la démocratie comme un levier de développement, c'est-à-dire la voie par laquelle le bonheur peut être rêvé par les Africains. Cependant, l'un des fils de Papa Simon Kimbangu, que tu as inventé les mérites, et que tu as brossé, tu as peint en homme de Dieu, c'est une foi prophétique, a dit une chose, laquelle le démocratie était emprisonnée pour le fait. Votre commentaire. Vous avez parlé de l'homme, mais vous ne l'avez pas cité. Il s'agit de Papa Diangenda. Tout à fait. Papa Diangenda n'a fait que paraphraser en ce temps-là. C'était le président Mitterrand, le président français, bien sûr, qui avait dit que l'Afrique, donc, la démocratie pour l'Afrique n'est qu'un leurre, c'est-à-dire un cadeau qu'on donne à un enfant qui n'en connaît pas tellement l'importance. Et c'est un cadeau poisonné. Là, il l'a dit. Mais pour Papa Diangenda, il n'appelait même pas la démocratie. Lui disait qu'il ne voit pas en la démocratie tel que nous entendons, mais lui voyait la démocratie. La démocratie, on peut dire que c'est le pouvoir tenu par les idées démoniaques.
Vous comprenez? Alors c'est pour ça qu'il disait la démocratie. Vous voyez, les pays qui se sont développés, ce n'est pas nécessairement parce que il y a eu la démocratie. Je prends par exemple la Chine. La Chine, à un moment donné, a été un pays qui était traîné dans la boue, qu'on voyait que ça ne va pas. Et le président Mao Tse-tung a dit, en tout cas, je ne dois pas être dépendant des pays occidentaux. Il a fermé toutes les frontières de la Chine. Mais les Occidentaux ne pouvaient même pas y accéder. Et il a appelé tous ceux qui étaient intellectuels, les savants. Si vous êtes réellement savant, montrez en quoi vous êtes capable. Nous devons développer notre pays. Et il a imposé la dictature. Personne ne peut aller en dehors de des idées que lui a, puisque quand moi j'ai les idées pour avancer et vous venez parfois avec d'autres idées, non, il y a ceci, vous risquez de bloquer même ce que moi j'ai. Alors, il a donné son leadership et quand il a ouvert les frontières, les gens sont entrés en Chine, les Occidentaux, tout le monde était abasourdi. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas nécessairement à cause de la démocratie, ou bien grâce à la démocratie, que le développement doit intervenir. Ça dépend de leadership. Nous avons même l'URSS, donc l'URSS, et maintenant la Russie. Ouais. Est-ce qu'il y a de la démocratie là-bas? Non, il n'y a pas de la démocratie. La démocratie, ça dépend de la vision de tout un chacun, de tout un peuple, comment ils l'entendent. Puisque c'est que les gens qui sont dans ce pays doivent retrouver leur bonheur, ils doivent se sentir à l'aise, ils doivent trouver un terrain d'entente, la communion entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, et non des contradictions inutiles. Je venais de vous lire la charte de l'impérialisme, où on vous dit les pouvoirs établis par nous sont démocratiques. Ce qui n'est pas établi par nous sont non démocratiques. Alors, voilà, quand Papa Diangenda, s'il faut que, on le rappelle, puisque le discours de la démocratisation est intervenu le 24 avril 1990. À ce moment-là, nous étions en Kamba dans la période de 3 mois, puisqu'il y avait 5 mois et 3 mois. Alors, quand on a prononcé ce discours par le président Mobutu, où il a dit qu'on prenait mon émotion, on était là, c'est vers minuit que ce Dominas Diangenda m'appellera, moi. Et les gens m'en excusent, ce n'est pas pour me vanter. On était dans le balcon de pas dans le balcon, mais dans le véranda de la maison qu'on appelle en Bamba Mongoto. Il me pose la question, Papa Kalonzo, vous avez terminé les études, licencié en sciences politiques et administratives. Quel est le mal de la dictature? Et quel est le bien fondé de la démocratie? En ce moment-là, je venais des études, j'ai commencé à développer des théories, et Papa Ngomanzao est venu nous rejoindre. J'étais en 3. Et enfin, quand j'ai terminé, j'ai entendu Papa Diangenda qui disait, c'est-à-dire, vous qui avez étudié, vous avez de problèmes. Il dit, j'ai vu, voyons voir. À ce moment-là, il n'y avait aucune idée de savoir que le président Mobutu allait prononcer son discours le 24. Là, c'était le 23 à minuit. Nous étions en Pamba. Alors, quand il a terminé, alors il a commencé à me raconter l'histoire de 1921 à 1958, comment il est allé à Bandundu, libérer les Kimbanguistes, comment il a promis l'avenir de ce pays, que je ne peux pas raconter maintenant dans cette petite émission pour aller directement à votre question. Alors, bref, lui n'était pas pour la démocratie. Alors, il nous dirait tout simplement que ça, c'est tout simplement un cadeau empoisonné parce que les Occidentaux ont maintenant un autre projet qu'ils veulent réaliser pour ce pays, c'est la balkanisation, c'est le morcellement. Alors, il faut chercher par tous les moyens
de créer des ordres à gauche et à droite pour qu'ils arrivent à finaliser leur projet, ce que nous vivons maintenant. Alors, dire que c'est grâce à la démocratie qu'on peut se développer, non, c'est pas nécessairement. Donc ça, ce n'est qu'un mode euh, politique, un régime politique, parmi tant d'autres. Chaque pays est libre de choisir le mode politique qu'il peut se choisir pour pouvoir se développer. Amis téléspectateurs, vous suivez bien sur l'africaine de la communication, qui n'est autre qu'Africa, Africa, le monde today, notre mission, un autre regard. Et si je peux ajouter par Papa Dangenda, après le président Mobutu va l'appeler pour lui dire, papa, venez, vous savez, en ce moment-là, il n'y avait pas encore la communication pour nous. Alors, il lui dira, président, eh ben, papa, puisqu'il l'appelait toujours papa Ndoyi, vous avez suivi ce que j'ai fait? Papa va lui dire quoi? Vous avez fait quoi? Il dit non. J'ai prononcé des discours, il dit, mais moi en Kamba, la télévision, il n'y en a pas, tout ça. Comment je pouvais suivre cela? J'étais dans un coin isolé. Vous avez fait, il dit non. J'ai prononcé la démocratisation. J'ai démocratisé le pouvoir politique. Alors, papa lui posera une question. Vous avez démocratisé pour quelle raison? Oh, j'ai été embêté beaucoup plus par les Américains, tout ça. Si vous ne le faites pas, on va vous tuer, ceci, cela. Hein? Papa lui dira, est-ce que quand vous avez eu, quel Américain était là quand vous l'avez remis? Le pouvoir. Qui était là? Oh, personne. Maintenant, vous avez craint les Américains, mais celui qui vous a donné, vous ne l'avez pas craint. Mais maintenant que vous avez fait, vous me dites moi pour que je fasse quoi? Vous avez tout simplement ouvert la vanne du désordre, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Et si vous ne tirez pas l'attention, même le monde, parce que vous étiez comme un digue qui retenait tout l'eau de sorte que ça ne puisse pas déranger la vie à travers le monde. Et le président Mobutu a mis la main et la tête inclinée sur la table et il a versé des larmes. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Il a dit non, maintenant c'est trop tard. Il aurait fallu me le dire avant et non pendant que vous avez déjà versé l'eau. Comment l'eau déjà déversée, on peut le ramasser pour le remettre dans le récipient? Voilà là où je devrais arrêter. Dire, comme vous avez respecté la démocratie, voilà ce que vous avez fait. Et nous connaissons maintenant comment l'Afrique est aujourd'hui. Ok, ce sont des réponses qui respirent de révélations inédites. C'est ça aussi la particularité d'un autre regard. C'est un autre regard pour nous aider à comprendre ce que signifie Simon Kimbangu. Simon Kimbangu et les indépendances de pays en Afrique. Et la réalisation peut nous accorder un peu du temps parce que nous atterrissons avec la toute dernière question. Elle est aussi importante, connaissant votre maîtrise des paramètres, je dis des arcanes de la politique en tant que scientifique et en tant qu'aussi praticien, parce que vous avez travaillé dans des cellules de grande réflexion, le cabinet à la présidence, ce sont des cellules de grande réflexion. Papa Galonzo, l'idée chère au président Mobutu, tu l'as cité tout à l'heure, qui avait versé des larmes pour n'avoir pas au pays. Il a créé les Américains qui l'ont pas donné le pouvoir. Et c'est lui qui le lui a donné, il n'a pas. Alors c'est Mobutu, le président, le tout-puissant Mobutu là, avait créé, avait l'envie de créer. Mais il a même donné l'initiative de créer la Ligue des États négro-africains. Cette ligue a échoué.
c'est par manque de financement religieux ou le projet manquait d'un contenu philosophique solide. Merci beaucoup. Si j'ai dit que le président Mobutu avait dit que papa avait dit au président Mobutu que vous avez craint ceux qui ne vous l'ont pas donné parce qu'ils ont les armes, mais celui qui vous l'a donné sans les armes, vous ne l'avez pas craint. Les gens croiraient que je suis en train de faire des ragots. Donc, je raconte des choses parfois comme un écervelé. Non. Même le président Mobutu lui-même, à la dépouille mortelle de papa, Nyangenda Kuntima, il avait dit, si je suis ce que je suis, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Tout le monde a suivi. Maintenant, ce que je venais de dire, c'est ce qui s'est dit dans les antichambres où les gens n'étaient pas là. Dieu merci que j'étais le conseiller politique de Papa Nyangenda. Et quand il y a des choses pareilles, quand il venait, il me les confiait à des moments. Donc ça, ce n'était que une parenthèse. Pour revenir à ce que vous venez de poser comme question sur la Ligue des États africains plutôt, qu'on appelait l'ENA. Il y avait le tenant de cette ligue-là, qui était, comme je peux dire, le moisin, c'est-à-dire celui qui claironnait pour que la ligue plutôt des États négro-africains puisse réussir, c'était Sakombi Inongo, donc qui était le ministre de l'information à l'époque. Donc cette ligue-là, c'était l'idée du président Mobutu. C'était une ligue qu'il avait créée à l'instar de la Ligue des États arabes. Alors, pour concurrencer de sorte que le noir soit aussi valorisé, ou bien les Africains soient valorisés. C'est pour cela qu'il avait créé la Ligue des États négro-africains. Alors, quand le ministre Sakombi sillonnait toute l'Afrique, il est allé au Sénégal, qui était nos bastions comment je peux dire, il y a une politique là de la prise de conscience des Noirs, la négritude qui était prônée par le président Senghor. Il y avait la négritude de Senghor, il y avait aussi, par ailleurs, la tigritude qui était aussi prônée ailleurs. Donc, papa, le président Mobutu lui a dit qu'il va créer aussi une ligue pour qu'il reste dans l'histoire. Malheureusement, il n'avait pas consulté celui qui pouvait lui donner les idées comment cela pouvait être. Alors, son éminence Nyangenda revenait, ça je le tiens de lui. Oui. Il le reprise à ce moment-là, quand la ligue était créée, moi j'étais à l'université de Lubumbashi. Je suis ressortissant des sciences sociales. Il y avait même des conférences qui étaient tenues par l'université de Lubumbashi pour soutenir la ligue, les intellectuels pour soutenir la ligue. Et quand son éminence revenait d'une tournée à l'intérieur du pays, à l'aéroport d'Njili, il s'est croisé avec le ministre Sakombi. Ils se sont salués. Ah, papa qui lui pose la question, vous voyagez? Oui, je voyage. Vous allez où? Non, je pars au Sénégal parce que je dois apporter les idées fortes de la Ligue auprès de nos frères sénégalais qui prônent aussi la négritude, tout ce qu'on peut faire pour soutenir la race noire, l'importance de la race noire. Papa lui posera la question. La Ligue, c'est bien beau. Mais quel est le ciment avec qui, puis c'est toute une maison que vous construisez. Et quel est le ciment avec lequel vous construisez cet grand édifice? Non, nous avons déjà réfléchi. Les professeurs de tous bords, ils nous ont donné les idées. Et avec ces idées que nous avons, on va les étaler là où nous allons. Alors, son éminence qui dit, allez, bonne chance à la Ligue. Je vous souhaite bon voyage. Alors, quand il est rentré, il dit,
il est parti au Sénégal pour revenir avec un grand zéro dans le sac. Le grand zéro dans le sac, c'est-à-dire quoi? Il dit, il est en train d'imiter, ou bien le président imite la Ligue arabe. Ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole. Ce n'est pas parce que ces gens-là ont du pétrole, ont cette richesse-là qui fait que ils sont pleins dans le monde. Non. Il y a un soubassement religieux. Ils ont bâti leur ligue sur une base, sur une dimension métaphysique ou bien religieuse qui est l'islam. Mais vous allez bâtir une grande ligue comme ça, Ligue des États négro-africaines, vous ne serez pas la dimension spirituelle. Mais ça va tenir comment? Et lui d'ajouter, moi de poser la question, mais pas, quelle est cette dimension? Ces gens-là prient. Et dit non, ils peuvent crier, mais je vous dis, la Ligue, tout ce qui est africain, noir africain, n'a comme ciment que mon père, Papa Simon Kimbangu. Vous allez en dehors de mon père. Tout ce que vous allez construire va s'écrouler comme le château des cartes. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Ligue n'est restée que sur les papiers. On en parle dans l'histoire, mais sur l'état de la faisabilité de l'existence, il n'en existe plus. Tel que la conférence à l'époque avait dit, vous avez sur mon père, mais là c'est zéro, et nous connaissons tous la suite, et il en est de même avec la Ligue. Vous construisez, mais vous laissez le soubassement spirituel, le soubassement religieux, mais ça ne pouvait que s'écrouler. Voilà la réponse à votre question. Merci, merci Papa Kalonzo de tous ces éclairages. Amis téléspectateurs, c'est ça un autre regard. Un regard qui n'accepte pas la complaisance. Et nous avons vu comment Papa Kalonzo nous a aidé de comprendre Simon Kimbangu et les indépendances des pays africains. Une réalité, comme nous l'avons dit, d'un homme de Dieu oublié ou d'un prophète mal compris. C'est à vous de tirer des conclusions parce que nous ne concluons pas encore. Nous n'avons fait que donner le goût d'une série des émissions pour essayer de vous aider, de nous aider à comprendre qu'est-ce que Simon Kimbangu en soi, qu'est-ce qu'il est en tant qu'idée, qu'est-ce qu'il est en tant que pensée, qu'est-ce qu'il est en tant que divin. Et ça, c'est notre devoir, et surtout avec votre chaîne Afrique Monde Today, tranche notre regard. Merci de votre attention, merci à la technique assumée par Glody et les maestros lui-même étaient à la baguette là-bas pour essayer de discipliner les choses. Et en attendant que les autres arrivent, et merci surtout à Papa Kalonzo Katalaï de cette manière assez exceptionnelle de nous remettre dans les temps. Vous avez joué le rôle d'une sorte d'horloge qui éveille la conscience par les différents commentaires que vous avez évoqués ici, surtout les non-dits autour de Papa Diangena que vous avez côtoyé pendant 2 décennies avant qu'il nous quitte. Merci surtout de votre disponibilité, surtout de l'amitié que vous faites à la radio, télévision, à la télévision, parce que nous nous aimons d'abord la télévision, la radio après, Afrique Monde Today. Moi, c'est tout, le plaisir était le mien d'entrer chez vous avec la magie de la télévision, haute définition. La prochaine, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Au revoir.